Bonjour Stéphanie, Bonjour Cathy. bonjour à toutes les personnes qui vont regarder cette émission dans les jours qui vont venir. Donc une émission qu'on va consacrer à la fraude fiscale. Et je voudrais revenir sur l'émission qu'on a un petit peu plébiscitée, on va dire, sur notre dernière capsule. L'émission qui passait sur M6, Zone interdite sur la fraude fiscale, ces milliards qui échappent à l'État. Donc un titre très clinquant, mais un contenu qui personnellement m'a beaucoup déçue. Je suis restée sur ma faim parce qu'il a un peu mis, un peu beaucoup d'ailleurs, le focus sur des Français qui travaillent, qui effectivement, avec des briquets de broc, hein, parce que c'est un restaurateur qui a une petite combine dans sa caisse enregistreuse. C'est une dame qui achète pour rénover des appartements et qui vraisemblablement n'a pas fait toutes les déclarations qu'il fallait. C'est des employés de la grande distribution, je ne vais pas citer le magasin, mais qui ne sont même pas surpris d'être contactés par des gens qui veulent acheter pour plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros des télévisions, des téléphones, etc. pour l'export. Et on va leur proposer de régler ça avec des cartes cadeaux. Voilà, c'est assez surprenant. Moi, j'aurais bien aimé qu'on nous parle, par exemple, du combat de Martine Donnette et Claude Diot, des commerçants franchisés qui ont tout perdu parce que ont été favorisés, on va dire, des grandes surfaces qui achètent des centaines de milliers de mètres carrés de surface pour construire leurs hyper et qui en déclarent pas la moitié pour évidemment alléger la facture fiscale. Et ces grandes surfaces, elles sont soutenues par des administrations, des élus, des collectivités territoriales. Et d'ailleurs, au mois de juin, un préfet a été, Des préfets un préfet a été condamné pour justement ne pas avoir agi contre cette fraude. Donc, il y a encore de la justice dans notre pays, merci. Mais par rapport à toutes les affaires que dénoncent Claude et Martine, on est quand même loin de la totalité. Et ça représente, sur cette région de sud de la France, je crois que c'est plusieurs milliards d'euros. Donc voilà, on n'est pas dans la caisse d'un restaurateur, là, hein, on est au-dessus. Et on ne parle pas non plus dans cette émission des ministres qui ont des comptes à l'étranger, évidemment pas déclarés. On ne parle pas non plus des ministres qui ont la phobie administrative et qui oublient de déclarer certains revenus lors de leur déclaration. Donc bon, voilà, je suis restée sur ma faim parce qu'on a mis le doigt sur des gens qui bossent, certes, qui fraudent, et c'est normal qu'ils soient sanctionnés, mais je crois qu'il y avait quand même mieux à cibler. Et puis j'ai été déçue par le temps qu'on vous accorde dans cette émission, allez, 3 minutes à la fin, alors que vous avez tant et tant à dire pour justement informer, instruire les gens sur ce qui se passe et comment on pourrait lutter contre ça. Donc Stéphanie, la parole est à vous et je vous remercie d'en user et d'en user. Alors, bonjour à tous, puis merci encore de me recevoir, Cathy. Donc, la semaine dernière, on a fait une émission. J'ai écouté en partie et j'ai vu que mon micro, il fallait que je l'ai devant la bouche parce que parfois, on ne m'entendait pas. Alors, j'espère que comme ça, vous m'entendez mieux. Je vais le tenir, même si ce n'est pas très élégant, mais au moins, vous pourrez entendre correctement. Par rapport à ce que vous dites, la semaine dernière, on avait fait cette émission sur la loi. Donc, la loi Sapin, lutte anticorruption, volet protection de lanceurs d'alerte, qui a amené la directive européenne en 2021 à l'impulsion de la France, pays fondateur des droits de l'homme, qui a amené donc la loi Wasserman en France et dans les autres 26 autres pays, qui a été retranscrite également. Quand j'écoute là ce que vous dites, ce que vous venez de dire à l'instant sur cette émission de dimanche soir, ça prouve bien que la loi Sapin, elle ne sert pas à grand-chose. Et ça prouve donc que la loi Wasserman ne sert pas à grand-chose non plus, parce que s'il y a des journalistes qui arrivent à se trouver des fraudeurs, comment se fait-il que les collègues de ces gens dans sa enseigne de grande distribution, qui sont donc protégés par des lignes sécurisées et donc cette loi Wasserman, ça ne les dérange pas d'avoir des collègues qui fraudent? Est-ce que, ou bien, ça les dérange, mais ils ne se sentent pas protégés
ne se sentiraient pas protégés s'ils déposaient une alerte. C'est possible. Ça pose des vraies questions de société, hein, et ça pose des vraies questions justement de l'éthique en entreprise et de qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'il faudrait peut-être aller faire un sondage dans cette marque et demander si les collaborateurs sont heureux d'y travailler et est-ce qu'on promeut justement la méritocratie ou est-ce qu'on promeut ceux qui fraudent. C'est vraiment intéressant, hein, c'est des sujets moi, sur lesquels j'aurais aimé travailler, mais comme on m'a expurgé du monde du travail et du reste. Et puis avec la loi Sapin sur la lutte anticorruption, là pour le coup, parce qu'on parle bien de corruption, alors il n'y a pas d'agents qui ont été recrutés, il n'y a pas de suite. Comment se fait-il que ce soit des journalistes d'une chaîne de télé qui trouvent les numéros de téléphone de ces gens-là et qui puissent passer du temps à les interviewer? Moi, ça me surprend. Ça, je tenais à vous le dire, en plus du fait que je suis aussi choquée que vous, c'est-à-dire pendant qu'on pointe le petit qui peut frauder un peu parce que, effectivement, et tout le monde le dit, hein, toutes les TPME, tous les commerçants le disent, hein, ils reçoivent l'URSSAF, ils sont obligés de payer immédiatement, sinon c'est saisi, 10% à payer en plus, c'est des problèmes administratifs ou judiciaires qui n'en terminent pas. Et pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas, par exemple, de M. Darmanin, tiens, on va citer un nom, et M. comment est-ce qu'il s'appelle, Jérôme Fournel, qui était donc le chef de cabinet de Bruno Le Maire à Bercy, qui vient d'être promu chef de cabinet du Premier ministre, M. Barnier, qui ont aidé donc le PSG, Nasser au PSG, à faire un rescrit fiscal, donc en gros c'est un coup de gomme, sur un montant, vous pouvez juste sourire, de 222 millions d'euros qui correspondait aux charges URSSAF de l'arrivée du joueur Neymar au PSG il y a quelques années. Ça, on ne vous en parle pas. Il y a eu un article de Mediapart, donc les abonnés de Mediapart le savent, ceux qui luttent contre la fraude le savent aussi, ceux qui, comme moi, ont travaillé dans le football et suivent un petit peu les histoires financières dans le football le savent, mais sinon, qui le sait? Même les supporters du club en question et des autres clubs ne le savent même pas. Donc d'un côté, 222 millions d'euros, vous imaginez combien de lits d'hôpitaux vous pouvez ouvrir avec ça? Quand on voit justement le délire du budget de l'année prochaine, le délire de la dette, de ces dépenses quand même qui sont absolument abyssales. Les augmentations, vous le savez, des députés et des sénateurs, les uns 350 € par mois, les autres 800 € par mois, alors qu'on demande à tout le monde de serrer la ceinture, que tout le monde était dans la rue de droite à gauche, de jeunes, vieux, hommes et femmes, contre la réforme des retraites, et on a fait passer un 49.3. Bon. Et 800 €, c'est à peu près le minimum vieillesse pour des personnes qui ont parfois travaillé toute leur vie. Et voilà ce qu'elles ont à la fin. Donc, et eux, ils se l'accordent en plus du reste. C'est effarant, mais c'est tellement fou qu'il nous manque quelqu'un vraiment comme Coluche pour mettre de l'humour là-dessus avec de la dérision et en même temps de l'acidité absolue, parce qu'on ne sait plus sur quel ton le dire. On l'a dit avec ne serait-ce que la démarche, moi, d'aider l'État à 2 reprises, sur les plus gros fraudeurs fiscaux. On voit bien que finalement, c'est des dossiers qui font flop, les uns les autres. Alors, on va aller mettre dans les médias, c'est toujours la même chose, quelqu'un du showbiz ou un sportif de haut niveau parce que ce sont des noms, des gens connus, mais tout ce qui tient notre pays au niveau du pouvoir, tous les plus corrompus, eh bien, on n'en parle jamais. Et c'est là où il faut décrypter ça pour le plus grand nombre, qui justement ne comprend rien, qui paye ses impôts tous les mois parce que c'est prélevé directement de sa fiche de paye par Bercy, qui peut absolument pas gruger ni quand il est fonctionnaire ni quand il est salarié. Je ne parle pas de ce qu'il peut faire à côté, bien évidemment, il y a plein de gens qui magouillent, on le voit assez avec les points de deal et tout le reste. On se demande quand même dans quelle catégorie notre pays a pu tomber pour en arriver là.
Parce que je crois que les trafics de stupéfiants sont intégrés au PIB maintenant. Oui, oui, c'est de l'argent qui circule, c'est super. C'est super. Ben, ils n'ont plus qu'à les fiscaliser, hein, et puis comme ça, il n'y a plus de trafic de stupes, c'est plus interdit. Hein. On a beau retourner le truc dans tous les sens. Moi, je reviens toujours à la même conclusion et aux mêmes déclarations. Il n'y a aucune culture de l'éthique dans notre pays. Et puisqu'il n'y a aucune culture de l'éthique, en fait, tout est permis et qu'on pousse les gens dans leur retranchement au plus loin, mais que finalement, les gens courbent les chines. Et quand ils disent, bon, on va aller manifester, on va aller montrer qu'on n'est pas content, maintenant, vous avez vu... Oui. Vous êtes mieux placé que moi pour savoir ce qui peut se passer dans des manifestations au niveau des répressions. L'arsenal de guerre, hein, voilà, aujourd'hui, on a doté les gendarmes et les policiers d'un arsenal de guerre pour faire face au peuple. Donc, c'est vraiment, on est loin de la démocratie, là. Et donc, on est loin du fait que les policiers sont devenus policiers pour défendre la société civile. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je me souviens, parce que j'ai participé à certains oraux de candidats, ben les gens, que ce soit des femmes ou des hommes, hein, des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui se présentaient, c'était pour assurer la sécurité des gens, les accompagner dans des difficultés particulières liées à la sécurité, etc. C'était vraiment quelque chose de... Et d'ailleurs, je leur disais toujours, parce que moi, j'étais enquêtrice, hein, et, je leur disais, mais faire des enquêtes, identifier des délinquants, ça vous parle, ça aussi? Donc, c'était vraiment... c'était pas la priorité. Donc, on est... Et qu'est-ce qu'on a fait de cette police aujourd'hui, de cette gendarmerie? Mais je crois que vous avez des... Enfin, vous, je crois que la police a des problèmes pour recruter quand même, hein. Oui, et pour garder les gens aussi. Il y a énormément de démissions, autant en gendarmerie qu'en police. Hein. Et en parallèle, se structurent des sociétés de sécurité dans tous les sens. Oui, parce qu'il y a beaucoup de policiers, de CRS, de gendarmes qui montent des sociétés de sécurité. Et ça marche comme du feu de Dieu. Alors, il y a la cybersécurité d'un côté, mais il y a aussi la sécurité pas que les boîtes de nuit, hein, mais des carrés VIP par-ci, des personnalités je ne sais pas quoi par-là, on est dans un monde qui a basculé quand même. Hein. On n'est plus du tout sur... comme il n'y a pas d'éthique et d'exemplarité, de ce fait, en anglais on dit toujours « the head leads », la tête montre l'exemple. Mais justement, comme la tête ne montre pas l'exemple, parce qu'on n'a pas arrêté de voir ces histoires, je peux vous répéter l'affaire Palmade de l'année dernière, ou des affaires qui sont absolument dramatiques, et puis finalement où on voit que la justice est d'un laxisme absolu. Il n'y a pas un homme politique en prison alors qu'on est dans le pays des affaires. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas un type qu'on retrouve soit camé. J'ai vu ça tout à l'heure, un type de France Insoumise qui a été arrêté. J'ai vu ça tout à l'heure. Un type de France Insoumise qui a été arrêté avec je ne sais quelle substance sur lui et qui fait son mea culpa dans un communiqué de presse. Je n'ai pas retenu son nom, je ne le connais pas. Et je me dis, mais... chaque fois, je me mets à la place de mes grands-parents. Je me dis, mais ils seraient là aujourd'hui, ils ne comprendraient pas. Déjà, nous, on ne comprend pas. Alors, il y a eu une bascule, il y a eu un shift. Je ne suis pas en train de dire que toute la classe politique a toujours été irréprochable. Il suffit de voir l'affaire Boulin. En France, les affaires, il y en a plein. Hein. Mais il y avait quand même quelques personnes qui tenaient leur rang, c'est-à-dire qui avaient le costume, qui portaient. Et maintenant, là, c'est vraiment, je suis là parce que il y a les privilèges et je raconte ce que j'ai envie de raconter. Je suis une girouette. Aujourd'hui, je dis blanc, demain, je dirais gris, après-demain, je dirais noir. J'étais à droite, je suis passée à gauche. Et l'intérêt public, l'intérêt général, ça ne les intéresse pas. Des citoyens, il n'y en a pas. C'est-à-dire que c'est pour ça que la seule arme qu'ils aient, c'est le diviser pour mieux régner. Pour continuer à frauder en toute tranquillité, en faisant croire justement avec plus de répression qu'ils luttent contre la fraude, qu'ils luttent contre les méchants, qu'ils luttent contre les casseurs, qu'ils luttent contre ceux qui ont créé ce chaos dans notre société, alors que c'est eux, ceux qui sont sur les plateaux télé,
Et vous remarquerez d'ailleurs que ce sont toujours les mêmes qui ont la parole, toujours les mêmes. On voit toujours les mêmes qui sont spécialistes de tout, alors qu'ils ne connaissent aucun de leurs sujets. Ils surfent sur des vagues. Un jour, ça va être le Covid, après, ça va être les migrants, le jour d'après, ça va être l'évasion fiscale, après, ça va être, je ne sais pas quoi, la drogue, après, ça va être ce que vous voulez, qui sont... Voilà, qui s'invectivent sur les plateaux télé, qui n'apportent absolument rien, et puis qui surtout font partie du système parce qu'ils ont bien leur indemnité de sénateur, de député, de ce que vous voulez à la fin du mois. Eux, les minima sociaux ne connaissent pas, voire même des gens... Moi, je suis sortie des minima sociaux en février. Pôle emploi m'a dit dehors. Très bien. Donc, on peut vivre de rien dans notre pays et c'est a priori complètement normal, surtout quand on aide l'État à lutter contre la fraude et qu'on ramène à peu près 20 milliards d'euros. C'est vachement éthique. Oui. C'est vachement éthique. Ça montre l'exemple aussi. Et puis vous voyez bien, ça se passe dans une indifférence, mais absolue, absolue. Donc, écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas comment les gens peuvent dire à leurs enfants qu'ils les aiment et qu'ils leur préparent un avenir radieux. Quel avenir on peut préparer J'entendais là que chez les notaires, les avocats, les CGP, donc les conseillers de gestion de patrimoine indépendants, depuis les nouvelles annonces concernant le budget 2025, il y a plus de gens qui demandent à quitter la France pour un passeport belge, un passeport quitte à laisser leur nationalité. Donc, on va perdre beaucoup de gens qui ont de l'argent et qui payent des impôts, parce qu'il n'y a pas que des ultra-riches complètement égocentrés et qui ont des trusts. Il y a quand même une classe moyenne en France qui gagne correctement sa vie. Ce n'est pas des ultra-riches, ce n'est pas des gens qui ont des yachts, etc. Mais c'est des gens qui ont des biens et qui ont travaillé, etc., etc. Donc, si tous ces gens-là quittent le pays, ça veut dire qu'il y aura des revenus, forcément, pour les recettes publiques en moins. Et comme il va rester que des pauvres ou que des super pauvres, ce n'est pas sur ces gens-là qu'on va remplir les caisses. Alors, je ne sais pas quel est le calcul. Franchement, j'essaye de comprendre parce que... Oui. Il n'y a pas d'argent magique, mais il y en a quand même beaucoup qui circulent pour certains, quoi. Oui, c'est ça. Et en douce. Alors bon, bref. Alors, pour aller droit au but, parce qu'on a dit qu'on parlait jusqu'à 15h15 à peu près, hein, c'est ça? Oui. Encore une bonne demi-heure. Alors, moi, je voulais vous parler aujourd'hui, puisqu'on a décidé de parler d'évasion fiscale, de vous parler des causes et des conséquences. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui subit les conséquences. Je vous ai préparé une quinzaine d'exemples. Donc, chacun de ceux qui nous écoutent, hommes, femmes, jeunes, seniors, cadres, non-cadres, étudiants, enfin, toutes les personnes de la société civile vont pouvoir se reconnaître dans ce que je vais vous raconter. Qui est en fait tout le blabla que vous racontent les politiques justement sur les plateaux télé pour vous montrer qu'ils s'intéressent à vous. Et puis qu'en fait, ils ne peuvent rien faire parce qu'ils sont dans l'opposition, parce que... Enfin, bon, le charabia habituel. Mais je vais vous parler surtout des causes de ces malheurs et que vous subissez tous, que nous subissons tous avec les coupes dans les services publics, qui est en fait un mensonge en bande organisée et qui explique l'isolement dans lequel on nous a mis, et sous couvert de ces fameuses lois qui existent aujourd'hui, et on revient à la conversation de tout à l'heure avec le reportage d'M6, où on voit bien que si c'est des journalistes qui sont capables d'aller trouver des fraudeurs, on se demande quand même pourquoi l'État ne les trouve pas, ou les enquêteurs ne les trouvent pas. C'est même très, très étrange. Alors, on commence par quoi? Vous voulez commencer par les causes ou par les conséquences? Vous me dites. On va commencer par les causes. Alors, les causes. Eh bien, les causes, c'est l'évasion fiscale. L'évasion fiscale que personne ne comprend, puisque, comme j'expliquais tout à l'heure, aujourd'hui, tous les salariés, quels qu'ils soient, ont leurs déclarations qui sont faites à Bercy tous les mois, et ils n'ont même plus rien à déclarer puisque c'est fait par l'employeur. Donc les gens ont beaucoup de mal à comprendre mais comment est-ce qu'il est possible de frauder. C'est ça. Et que par définition, tous les stratagèmes, tous les schémas, tous les modules
existants, donc qui sont des véhicules financiers, ce n'est pas réservé à la classe moyenne. C'est réservé donc, à ce qui se passe dans les banques de gestion de fortune, où moi j'ai travaillé. On avait entendu l'affaire HSBC en 2008, qui est au même niveau que la mienne, chez UBS. Et en fait, toutes les banques de gestion de fortune, qui ont des filiales partout sur la planète, dans des paradis fiscaux, qui sont aussi des paradis judiciaires, permettent que d'un côté, il y ait l'opacité sur les trusts, puisque sur un trust, on ne sait pas qui est le destinataire, enfin le bénéficiaire final, et puis surtout une justice aussi qui est laxiste, etc. Et souvent, dans ces pays-là, sont au pouvoir des gens. Alors pour la Suisse, c'est un peu différent parce que au niveau du gouvernement suisse, il y a beaucoup de personnes qui sont aussi membres des comités de direction des banques. Vous voyez, proximité. Voilà, et dans les paradis fiscaux, ça se passe comme ça, à des niveaux un peu différents, mais souvent c'est parce que les hommes politiques ont été achetés soit par nous, parce que ce sont d'anciennes colonies, qu'elles soient britanniques ou autre chose. Alors, vous avez eu ces dernières années un nombre de ce qui s'appelle de leaks, c'est-à-dire de fuites de documents, de scandales liés à l'évasion fiscale et au blanchiment de capitaux qui sont absolument incroyables. Je ne vais pas vous les dire tous parce que sinon on va y passer la nuit, mais il suffit d'aller se passer un peu de temps sur Internet là-dessus pour comprendre. Et pourquoi je vais vous en parler? Parce qu'en fait là-dedans, il y a comme des noms NOM, NOMS, pardon, des noms de personnes qui sont des personnes capitales dans notre pays. Parce que quand on parle d'évasion fiscale, on ne parle pas d'une caissière de supermarché, avec tout le respect que j'ai pour les caissières de supermarché, ni d'une vendeuse dans un magasin de chaussures, avec tout le respect que j'ai pour les vendeuses de magasins de chaussures, ni l'assistante d'un vétérinaire, avec tout le respect que j'ai pour les assistantes des vétérinaires, etc. etc. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout en train de parler de la classe moyenne et on n'est pas du tout en train de parler de gens comme vous et moi. On est en train de parler de ceux qui possèdent énormément d'argent et qui s'arrangent pour, en plus, ne pas participer à la société civile et donc au financement des services publics, etc. C'est pour ça qu'il est important de comprendre cette cause pour pouvoir après parler des conséquences qui sont votre vie au quotidien. Alors, je vous commence juste par l'affaire SwissLeaks HSBC, donc 2008, commence à remonter maintenant, ça fait 15 ans, 16 ans, où c'est un parallèle de l'histoire UBS, donc ça c'est la filiale HSBC à Genève, avec des noms quand même de gens très connus, ne serait-ce que la famille Ritchie, vous savez, les parfums et la marque qui est à la fois, je crois que c'est à la fois du prêt-à-porter, Ritchie, et en plus de la haute couture. En tout cas, c'est haute couture et parfum, c'est sûr. Et donc, c'est la première fois que l'héritière Ritchie a été condamnée à 3 ans de prison. Incroyable, parce que dans notre pays, justement, qui est quand même très laxiste, et sur cette liste, il y avait quand même des gens très intéressants. Et moi, j'ai été interviewée par Mediapart il y a des années, et un journaliste de Mediapart, avait travaillé sur cette liste. Il y avait une actrice très connue, décédée aujourd'hui. Donc il l'a appelée et lui dit « Mais vous êtes dans la liste HSBC ?» Et elle lui a répondu « Écoutez, j'ai fait une pub de 2 jours au Japon. Oui, ils m'ont filé 300 000 euros. Je l'ai mis sur un compte en Suisse. Attendez, 300 000 euros, mais qu'est-ce que c'est 300 000 euros ?» Voilà. Donc, je voudrais juste dire à ceux qui nous écoutent, combien est-ce que vous mettez de temps pour gagner 300 000 euros, et puis pour les économiser surtout. Ouais. Est-ce qu'en 2 jours, vous gagnez combien? Et quel état d'esprit est-ce qu'il faut avoir pour se dire, oui, bon, c'est que 300 000 euros, je m'en fiche. Alors, cette dame, elle est décédée aujourd'hui, mais ça vous donne une idée quand même de l'affaire. Alors, il y avait d'autres gens très connus, mais suite à ça, il y a eu d'autres leaks, dont les Panama Papers. Alors, je ne sais pas si vous avez vu l'émission Cache Investigation
qui avait été présenté par Lise Lucet en 2014, qui présentait justement ce scandale des Panama Papers, donc d'un cabinet d'avocats panaméens avec des centaines de milliers de comptes qui étaient gérés donc à l'offshore, au nez et à la barbe de tous, parce que le Panama avait été un paradis fiscal, avait été retiré de la liste noire des paradis fiscaux. Donc après, je crois que ça avait été retiré par Nicolas Sarkozy, il faudrait vérifier ça, mais ça a été obligé d'être réintégré après. Et donc là-dedans, sur ce plateau de Cache Investigation où je me suis retrouvée face à Michel Sapin, il y avait derrière moi des tonnes de comptes qui passaient, et c'était essentiellement des comptes de la Société Générale, banque française, et d'UBS, donc mon ancien employeur, qui détenait donc les comptes de ces personnes. Alors je vous enverrai le lien, on le mettra sous la vidéo, parce que c'est quand même intéressant à regarder. Surtout l'attitude de ceux qui sont un peu pris la main dans le sac. Vous vous souvenez tous forcément de M. Cahuzac qui vous disait à l'Assemblée nationale, les yeux dans les yeux, ni de près ni de loin, j'ai eu un compte. Ben, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que le mensonge, il est à la fois protéiforme, mais il dit toujours la même chose. Il dit, mais je vois pas, je ne vois pas de quoi on me parle. Alors, dans cette liste des Panama Papers, on retrouve 214 000 sociétés offshore. 214 000. Et les noms d'actionnaires de toutes ces sociétés, où il y a des hommes politiques, des milliardaires, des sportifs de haut niveau, des célébrités, des chefs d'État et de gouvernement de 7 pays. Arabie Saoudite, Argentine, Émirats Arabes Unis, Islande, Pakistan, Royaume-Uni, Ukraine, qui ont donc directement été incriminés par ces révélations. Et il y a des associés, des proches de gouvernements de 40 autres pays. Il y a un film qui a été tiré de ça, qui s'appelle The Laundromat, qui a été publié en 2019, que moi j'ai vu. Je ne sais pas si c'est une version française. Moi, je l'ai vu en anglais. C'est exactement, comment dire, c'est-à-dire que ces gens sont un peu l'équivalent des pharaons de notre époque actuelle, et qui ne se rendent absolument pas compte qu'ils vivent dans un monde parallèle, mais qui est un monde parallèle supérieur aux autres. C'est-à-dire que les lois, c'est pour vous et moi, et qu'eux s'en exemptent totalement. Et que tous les coups sont permis, c'est-à-dire qu'il y a une femme chinoise, notamment au cœur de ce film, qui est un documentaire film, enfin c'est tiré des Panama Papers, où finalement elle empoisonne son banquier, parce qu'il est en train de lui expliquer qu'il commençait à avoir des problèmes avec les autorités et qu'il allait être obligé de donner les informations contenant sur le compte de cette femme. Donc, on se retrouve là-dedans avec le roi d'Arabie Saoudite, le président de l'Argentine de l'époque, qui s'appelait Macri. On se retrouve avec Poroshenko, président de l'Ukraine de l'époque. On se retrouve avec le premier ministre d'Islande, du Pakistan. Ça fait quand même un pataquès pas possible. Mais nous, quand en France, on dit, mais on ne peut rien faire. Parce que c'est souvent ce qu'on nous dit. Bah oui, mais on sait, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous invite, si vous voulez en plus passer un excellent moment, allez voir la petite vidéo qui doit être sur Facebook ou je ne sais où, mais il y a peut-être des gens qui l'écoutent qui vont aller la retrouver, des gilets jaunes constituants qui sont allés à Paris à l'ambassade de l'Islande. Pourquoi à l'ambassade d'Islande? Parce que, donc en 2014, quand les révélations des Panama Papers éclatent, donc avec le Premier ministre d'Islande pris la main dans le sac comme Cahuzac, il fait comme Cahuzac. Mais ni de près ni de loin, j'ai un compte, il ment complètement. Sauf que les 300 000 Islandais, ce n'est pas les 70 millions de Français. Ouais. Les 300 000 Islandais, le lendemain, ils étaient tous en train d'entourer le palais présidentiel, enfin le palais du Premier ministre, qui était obligé de démissionner. Alors, j'ai été reçue sur Thinkerview qui me dit, bah oui, mais attendez, nous, on n'est pas les Islandais, machin. J'ai dit, mais attendez, au Pakistan, les Pakistanais sont quand même un petit peu différents des Islandais au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la culture. Ils ont réussi aussi à foutre leur Premier ministre dehors. Donc, comme quoi, quand il y a de la pression, vous voyez bien que ça marche. Et que tout est une question de balance. C'est un peu comme en justice, où tant que c'est les plus puissants
et les plus corrompus qui pèsent le plus auprès des juges, ben, bien évidemment, si tout le monde se tait, ça ne risque pas de bouger. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que suite à cette démission, etc., les fameux gilets jaunes constituants, donc il y a 4 ou 5 ans, sont allés à l'ambassade de l'Islande à Paris. Je vous promets, ils rentrent dans l'ambassade et ils demandent à ces 2 femmes qui les accueillent, est-ce que vous pouvez nous aider à lutter contre la corruption de 2 hommes politiques français? C'est très bon. Elles tombent des nues, les pauvres, elles sont des diplomates, elles sont à leur bureau, elles ne comprennent rien du tout. Et qu'en fait, je me dis, mais nous, on est complètement ridicules. Nous, qui disons pays des droits de l'homme et pays de la Révolution française. Ouais. Mais attendez, soit on n'a pas de courage dans notre pays, soit on est complètement corrompu, soit les deux, soit on est aquaboniste. Mais bon. Donc, bref, quand je donne des conférences, ce qui m'arrive de temps en temps, je dis toujours aux auditeurs, est-ce que vous pourriez me donner des noms de personnalités françaises prises dans les Panama Papers? Et là, souvent, c'est silence. Donc, ce n'est pas du tout méchant de ma part, mais c'est pour vous taquiner que je vais vous dire ça. Mais pourquoi ça ne vous intéresse pas? Et vous allez me dire, parce qu'on est occupé, parce qu'on ne sait pas. Et c'est bien pour ça que je ne lance pas la pierre, parce que, comme moi, il faut être sorti de la vie et passer son temps à ça pour comprendre. Alors, je vous donne juste quelques noms. Monsieur Cahuzac, encore une fois. Patrick Balkany. Encore une fois. Monsieur Strauss-Kahn. Notamment parce qu'il était associé à un fonds au Luxembourg qui s'appelait LSK. Jean-Marie Le Pen et plusieurs personnes proches de Marine Le Pen. Patrick Drahi, je dois vous dire quelque chose aussi, une des plus grandes fortunes françaises, je crois qu'il est franco-israélien. Est-ce qu'il est toujours patron de SFR? Toujours lui, le patron de SFR? Il était patron de SFR à l'époque, en tout cas. Je ne sais pas. L'associé de Nicolas Sarkozy, Arnaud Claude, et aussi on retrouve Cécilien et Richard Attias. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a Michel Platini. Donc vous voyez, on n'est pas en train de parler, on va repartir sur l'exemple de l'assistante du vétérinaire, la caissière du supermarché, de la vendeuse dans un magasin de chaussures, du boucher ou du boulanger à côté. Hein. Pas du tout là-dessus. Alors il y a eu un procès là, en mars 2014. Et pour l'instant, j'ai vu ça sur Internet, hein, je ne suis pas flic ni enquêteur, donc j'ai cherché les infos. La récupération qu'ont fait les finances publiques, c'est 200 millions d'euros pour 219 contribuables. Vous voyez comme quoi ces histoires de leaks, c'est quand même intéressant, parce que si c'était un lanceur d'alerte qui avait fait fuiter ces informations, le lanceur d'alerte, on se serait arrangé pour le persécuter, pour le mettre en prison. Là, on imagine que c'est des hackers qui ont fait fuiter ces informations. On peut attraper personne. En l'occurrence, le type avait pris le nom de John Doe, enfin le patrimoine de John Doe, le patronyme de John Doe. En anglais, John Doe, c'est comme si vous disiez Jean Dupont en français. Donc voilà. Alors, suite à ça, il y a eu les Paradise Papers en 2017, 3 ans plus tard. Nouvelle fuite de documents. Toujours pareil, le consortium international des journalistes d'investigation ont réuni je ne sais combien de journalistes de pays différents. Et comme pour les Panama Papers, toutes les infos sortent en même temps dans les pays, un jour J, à l'heure H. Et donc là, ça a été construit à partir de documents de cabinets d'avocats et des registres de sociétés de plusieurs paradis fiscaux. Et alors, c'est pareil, je suis obligée de lire mon papier parce que je ne connais pas tout le monde, mais vous retrouvez des gens comme Shakira, Madonna, George Soros, la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, des ministres argentins, beaucoup de ministres sud-américains. Et en Europe, la reine Elisabeth II, qui était vivante à l'époque, le prince qui aujourd'hui est le roi Charles, mais aussi Lewis Hamilton, vous savez, pilote de Formule 1. Et en France, en France, on retrouve l'animateur Arthur. Julien Clerc. Xavier Niel. Jean-Jacques Arnaud. Bernard Arnault.
Jean-Jacques Hano, pardon. Jean-Jacques Hano, vous savez, le réalisateur, producteur. Donc, vous voyez, c'est toujours pareil. Hein, on retrouve des gens qui sont ceux qui ont les clés au niveau de la culture, au niveau de l'économie, au niveau médiatique, etc., etc. En 2021, il y a eu les Pandora Papers. Les Pandora Papers, c'est toujours pareil, des milliers de personnalités politiques, dont 300 responsables publics, 35 chefs d'État, dont certains populistes ayant juré de combattre la corruption. Et bien, heureusement, hein. Et 130 milliardaires qui ont directement été mis en cause. Alors, c'est des fuites qui viennent de cabinets d'avocats aux Seychelles, Panama, Hong Kong, Belize, les îles Vierges britanniques, Chypre, paradis fiscal au sein de l'Union européenne, la Suisse, les Émirats arabes unis, etc. Donc en France, l'administration fiscale a vérifié si les résidents fiscaux français ont bien fraudé, et Bruno Le Maire a déclaré la direction générale des finances publiques engagera sans aucun délai des démarches nécessaires pour récupérer toutes les sommes en cas de fraude. Alors, Monsieur le maire, vous êtes parti en Suisse, on se demande bien pourquoi. On aimerait bien que vous nous fassiez une petite update là-dessus quand même. Hein. Alors, Madame van der Leyen, qui, pareil, a déclaré que c'était complètement inacceptable de voir des révélations d'une telle ampleur. On se demande s'ils ne sont pas concernés à titre personnel, parce que franchement... Et donc, dans ces leaks, il y a 11 millions et demi de documents, 600 Français. Alors, je vous pose une question, Cathy, donnez-moi un nom, un seul. Oh, je ne sais pas, hein. Je ne voudrais pas être accusée de diffamation. Hein. Moi non plus, ben, Narlin. Moi, j'ai trouvé tout ça sur Internet, hein, donc si on vient me diffamer... Vous êtes sourcé, moi, ce serait mon imagination, donc c'est pas possible. Allez, Zou, un nom au pif, Dominique Strauss-Kahn, on est reparti. Allez. Ancien ministre, pardon, ancien directeur général du FMI, pour ceux qui ne savent pas, et qui a fait transiter plusieurs millions de dollars d'honoraires de conseil à des entreprises par une société marocaine exempte d'impôts. Je me souviens parce qu'il y a eu pas mal d'interviews à l'époque là-dessus. Un monsieur qui s'appelle Émeric Choprade, ex-conseiller de Marine Le Pen, et élu au Front National. Sylvain Maillard, créateur en 2001 de la société Allentis Technologies, député LREM à partir de 2017. Nicolas Perruchot, ancien député et maire de Blois, qui aurait fait transiter des fonds sur une société établie aux Seychelles. Et d'autres personnes qui sont citées, alors je ne vais pas vous citer tout le monde, mais Guy Forget, résident suisse, ancien tennisman professionnel français quand même, hein, qui apparaît en 2016 comme bénéficiaire d'une société offshore basée dans les îles Vierges britanniques et gérée depuis l'île de Jersey par un cabinet spécialisé. Bon, et plein d'autres comme ça. Tout ce que je vous dis, vous pouvez trouver ça sur Wikipédia notamment. Il y a des pages spécialisées. Et puis on va terminer, avant d'aller parler des conséquences, hein, par UBS, parce que pour UBS, pour l'instant, vous n'avez pas eu de leaks, même si on a vu pas mal de comptes UBS dans les Panama Papers. Mais avec UBS, il n'y a pas eu de vol de documents, en tout cas à ma connaissance. Et puis la différence, c'est que ça ne se passait pas dans ces paradis fiscaux. Moi, je travaillais à Paris, capitale, entre autres, de la France. Sur ces 40 000 comptes offshore qui ont été récupérés par Bercy, comme disait Michel Sapin, c'est une enveloppe de 15 milliards d'euros. Il y a eu 3 noms qui en sont sortis. L'affaire Cahuzac, l'affaire tentaculaire affaire Cahuzac, l'affaire Bettencourt, aussi tentaculaire, hein, et puis une partie de l'affaire Dassault. Donc, en fait, vous avez eu 3 noms. Et puis, finalement, pour le reste, pour les 39 997 comptes restants, c'est un silence de cathédrale. Alors, est-ce que c'est les gens qui nous écoutent qui sont concernés? Je ne crois pas. Est-ce que c'est la classe moyenne? Je ne crois pas non plus. Pourquoi ce silence? Pourquoi est-ce qu'il n'y a même pas des journalistes d'investigation qui s'y intéressent? Ça, moi, depuis 15 ans, c'est quand même ce qui me surprend le plus quand on voit l'intérêt qu'il y avait sur les LuxLeaks, sur les SwissLeaks, sur les Paradise Papers, etc.
je me dis, pourquoi est-ce qu'il y a cette volonté quand même de gommer l'affaire UBS? Est-ce que c'est parce que je suis française et que je suis une femme et que donc il faut mettre Stéphanie Gibaud sous un tapis parce que ça pose un vrai problème? Est-ce que c'est parce que UBS, c'est la banque des PEP, donc des personnalités exposées politiquement, dont M. Cahuzac, on en a parlé. Les enquêtes ont-elles eu lieu? Puisque Bercy me répond, moi je suis en cassation contre Bercy, me répond qu'en fait mes informations n'ont servi à rien. Mais en fait, parce qu'elles n'étaient pas assez précises. Mais donc, ça veut dire que derrière, ils n'ont pas diligenté des enquêtes, mais sur les informations précises, ils ont peut-être décidé de ne pas diligenter des enquêtes parce que c'était des gens. Oui. C'est trop précis, ils savaient ce qu'ils allaient trouver. Voilà. Et puis en plus, on m'oppose à moi le secret fiscal. C'est-à-dire que même moi, je ne peux pas savoir. Intéressant. C'est-à-dire, vous voyez, on est passé du secret bancaire, dont on parlait l'autre jour, au secret fiscal. Alors tout ça, c'est très intéressant. J'en ai des pages et des pages, mais on ne va pas tout vous lire. Hein. Vous pouvez faire ça comme des grands. Je pense que déjà, ce que je viens de vous dire, ça devrait donne une idée. de vous donner une idée de l'ampleur. Moi, je reste quand même sur cette actrice, 2 jours à Tokyo, 300 000 € sur un compte en Suisse, qui se dit, mais attendez, 300 000 €, c'est quand même le prix d'un appartement. Hein. Y a des gens qui, toute leur vie, vont économiser pour aller acheter une maison de 300 000 €. La perspective, et moi, je ne suis pas du tout contre les gens qui gagnent de l'argent, et au contraire, je trouve que je suis un peu américaine là-dessus, c'est-à-dire que je trouve que c'est très bien de gagner très bien sa vie. En France, il faut cacher. Et il faut, voilà. Alors, c'est un peu comme ça qu'elle explique, oui, mais en France. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut changer d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on est dans un monde quand même très différent de ce qu'il a pu être il y a 100 ans ou 150 ans. Et que, vous voyez, maintenant, je crois que la moyenne des salaires en France, c'est 2 000 €. Comparé à la Suisse, justement, c'est absolument ridicule. Donc, il faut arrêter de nous dire qu'il ne faut pas gagner de l'argent. Il faut gagner de l'argent, et justement, ça évite de se faire marcher sur les pieds, mais il faut peut-être aussi une équité au niveau des taxes et au niveau du fisc, parce que c'est insupportable de voir ces milliards, et que de l'autre côté, qu'est-ce qui vous arrive? Ben, je vous ai donné des exemples. On peut même mettre des prénoms, si vous voulez. Je vais déjà vous parler des étudiants. Parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants en France, donc dans les conséquences, qui sont des étudiants précaires. C'est-à-dire que depuis cette inflation, notamment depuis la période Covid, il y a beaucoup d'étudiants en France qui ne font qu'un repas par jour pour se nourrir. Donc les gens ont quand même 20 ans, ils ne mangent qu'une fois par jour. Et certains disent, parce que pour préparer cette émission, je suis allée voir des articles de presse, avec 20 €, je ne fais plus que 3 jours, alors qu'avant, avec 20 €, je faisais une semaine. Donc, j'enchaîne les petits boulots. Je vis dans un logement insalubre. J'ai subi la baisse des APL. Je vous répète, c'était 5 € par mois. 5 € par mois. Je fais partie des 13% d'étudiants qui renoncent à se soigner. Alors, je ne sais pas, on a qu'à l'appeler Enzo, par exemple, cet étudiant. Eh bien, Enzo et les autres, dans la même situation, finalement, ils sont plus concentrés sur leur job. Et vous voyez, souvent, le job, c'est le soir sur un scooter aller distribuer des repas en faisant du Uber, quelque chose, que sur leurs études. Et une partie d'entre eux abandonnent leurs études pour ce job alimentaire. Alors, certes, c'est des problèmes individuels, mais c'est aussi des problèmes de société, parce que de ce fait, le niveau des études en France a beaucoup baissé, et on peut d'ailleurs le comparer au niveau des collégiens et des lycéens, qui sont les derniers en maths. Nous, les Français, on est les derniers en maths. Donc, nous, pays du G7, écoutez, moi, je ne comprends pas ce que je viens de vous dire. J'ai l'impression que je vous décris des étudiants du tiers-monde dans ce pays des droits de l'homme. La question que je vous pose, c'est où est l'argent des impôts, de vos impôts, et à qui profite le crime? Donc ça. À tous ceux. Et je voulais juste rajouter dans les choses que vivent certains étudiants, c'est la prostitution aussi.
être obligé de se prostituer pour manger ou acheter un bouquin. Voilà. Et ça, c'est... Alors, en 2018, ils étaient évalués à peu près 3%. Je ne sais pas combien aujourd'hui, mais 3%, c'est déjà 3% de trop. Les mots me manquent. Je ne sais pas quoi vous répondre. Donc, à tous ceux qui vont se reconnaître dans ce que vous venez de dire, les 3%, à tous ceux qui vont se reconnaître dans l'exemple de Enzo que je viens de vous donner, eh bien, c'est l'évasion fiscale qui crée cette précarité et ces traumatismes. Quand je vous disais à qui profite le crime, c'est à toutes ces personnes dont je viens de vous parler, qui sont dans les fameuses leaks et qui vous disent à vous de vous serrer la ceinture parce que vous leur coûtez beaucoup trop cher. Alors, deuxième exemple. Allez, on va prendre un prénom féminin. On va l'appeler Louise, qui a été récemment licenciée, qui se pointe chez Pôle emploi. Et Pôle emploi lui dit « Mais vous n'avez pas assez cotisé ?» Et Louise répond « Mais si, j'ai des CDD. » Ah, mais on lui dit « Mais non, madame, ils n'étaient pas assez longs. » Donc Louise tombe directement au RSA. Et qu'on ne vienne pas dire que je suis complotiste, parce que moi qui suis chez Pôle emploi depuis 15 ans, c'est quelqu'un de chez Pôle emploi qui me l'a dit. C'est ma conseillère Pôle emploi qui me l'a dit. Les gens tombent directement au RSA maintenant. De plus en plus, en tout cas. Et donc, même, excusez-moi de vous couper, enfin, je vais compléter un petit peu, même ceux qui ont cotisé suffisamment longtemps, ils vont passer devant une commission, leur dossier va passer devant une commission pour voir si on leur accorde effectivement des indemnités pour lesquelles ils ont cotisé. Et pour y avoir droit, il faut qu'ils justifient de recherche active, d'emploi, avec des impossibilités qui sont au-dessus de leur, voilà, hein, incontournables pour eux, de formation, etc. Donc, même pour des gens qui ont cotisé, ça devient très, très... Je crois que c'est depuis la nouvelle loi sur le chômage, ça devient très compliqué d'être indemnisé alors qu'on a le temps de travail fait, quoi. Je sais, moi, on m'a sorti du RSA, donc je sais, je ne suis même plus... Donc, je ne suis plus dans les demandeurs d'emploi. Ah oui, et oui. Tactique. Et oui, c'est ça. J'étais dans les statistiques, je ne le suis plus. Alors, on invisibilise les gens. Ils ne sont plus là, ils ne comptent plus pour rien. C'est affreux. Voilà, donc par rapport à Louise et l'exemple que vous venez de nous citer, à tous ceux qui se reconnaissent, la question qu'on pose, où est l'argent des impôts? Moi, je vous réponds que c'est l'évasion fiscale qui crée cette précarité, qui crée ces traumatismes, et donc à qui profite le crime. Troisième exemple, vous avez entendu parler des déserts médicaux. Alors, on va prendre l'exemple de, on va trouver un prénom, Chloé, par exemple, qui attendait son premier bébé l'année dernière et qui a dû accoucher dans sa voiture avec son mari, parce que dans le sud-ouest notamment, il faut 1h30 de voiture pour aller accoucher dans une maternité. Alors heureusement, son bébé va bien, mais il y a d'autres exemples, notamment à Bordeaux l'année dernière. Il y a une maman qui est arrivée pour accoucher. L'hôpital de Bordeaux lui a dit, écoutez, on est débordé, il faut que vous alliez à l'hôpital de l'autre côté de la ville. Et ben, le bébé est décédé, est mort-né plutôt, et décédé en route. Donc, dans ce pays du G7, dans la France, du pays des droits de l'homme, j'ai quand même, moi, l'impression de vivre dans le tiers-monde. Hein. Quand on a parlé des étudiants tout à l'heure, ou quand on parle maintenant des gens qui tombent au chômage, c'est encore un troisième exemple qui dit que, mais où est l'argent? Où est l'argent des impôts? À qui profite le crime? Et une fois de plus, c'est l'évasion fiscale qui crée cette précarité. Un autre exemple, les gilets jaunes de la première heure, donc il y a 4 ans, 5 ans maintenant, les gilets jaunes 2018, ça fait 6 ans même. 6 ans. Là, cet hiver, ça fera 6 ans. Vous vous souvenez qui ont tenu les ronds-points, notamment les week-ends au début, parce que l'essence était trop chère, 1,50 €, trop de taxes, qu'on a finalement manipulé pour les faire manifester dans les villes, ce qui a permis de les rassembler, de les nasser,
de les violenter. Beaucoup ont perdu une main, des doigts, un œil, terminé au commissariat. Vous en savez certainement plus que moi là-dessus. Même s'ils ont réussi à faire, à récupérer, je crois que c'est 10 milliards d'euros qu'avait lâché Emmanuel Macron à l'époque, ce qui est fait ni par les politiques, ni par les syndicats, ni par les associations, ni par personne. Donc on peut leur tirer notre chapeau, mais ils ont quand même été peu soutenus, ces pauvres gilets jaunes. Mais moi, ce que je peux leur dire à tous, c'est pour que vous ayez été autant violentés et que pour qu'on vous force finalement à rester chez vous et à vous taire, et pour qu'on vous isole et qu'on vous stigmatise autant, parce qu'on les a insultés comme on m'a insulté, enfin des noms d'oiseaux que je ne vais pas répéter ici. La vraie question, c'est tous ceux qui se reconnaissent dans la précarité de ces gens qui travaillent. C'est-à-dire que là, pour le coup, ce n'est pas des chômeurs, ce n'est pas des gens aux minima sociaux, ce n'est pas des étudiants qui sont obligés d'avoir des jobs précaires, c'est des gens qui travaillent. Pour que les gens qui travaillent en soi, aller tenir des ronds-points et à dire on ne peut pas manger de notre, on peut pas vivre de notre salaire, dans quel pays sommes-nous? À qui profite le crime? Notre exemple, c'est très triste ce que je vous dis. Je suis un peu désolée parce que c'est la vérité. Inouïe. Alors après Karim, notre gilet jaune, je vous parlais d'Hélène, infirmière non vaccinée, plus de 500 jours sans revenus. Une fois la crise Covid passée, on avait promis de les réintégrer, ces soignants et ces pompiers non vaccinés. La France a été le dernier pays à réintégrer ces soignants suspendus. Mai alors 2023. que les urgences... Mai 2023, la réintégration. J'allais le dire. Alors que les urgences et les hôpitaux de notre pays sont en détresse. Donc, en France, le pays des droits de l'homme, un des pays du G7, un des pays les plus riches au monde, on a l'impression, une fois de plus, de parler d'un pays du tiers-monde. Donc, à tous ceux qui peuvent se reconnaître dans l'exemple d'Hélène, l'évasion fiscale crée cette situation de précarité. Et une fois de plus, à qui profite le crime? Et si je me permets de dire ça, c'est pour refaire une boucle sur l'affaire Cahuzac. N'oubliez pas que M. Cahuzac, parce que comme je suis en train de vous parler d'évasion fiscale, M. Cahuzac, qui avait donc ses comptes offshore chez UBS à Genève, étaient des comptes qui étaient des rétrocommissions du laboratoire Pfizer. À bon entendeur, je cherche les enquêteurs enquêtés sur le fait qu'il pu avoir des rétrocommissions sur toutes ces vaccinations intensives pendant la période Covid. Alors, comme on parlait des hôpitaux et des maternités, on va continuer. Et on va vous parler de Gabriel, dont le papa vient de passer 24 heures dans un couloir aux urgences, qui n'a pas pu être pris en charge, faute de personnel. Un monsieur âgé qu'on a laissé sur un brancard, qui est décédé avant de pouvoir voir des médecins. Ce n'est pas un cas isolé. Donc la question, pays du G7, qu'est la France, le pays des droits de l'homme, où est l'argent? Où va l'argent? À qui profite le crime? Et moi, je vous réponds une fois de plus que c'est l'évasion fiscale qui crée cette situation des hôpitaux. Et Cathy va vous mettre le lien d'une vidéo de Oxfam, qui est le braquage des hôpitaux par l'évasion fiscale. Je ne sais pas si vous voulez en dire deux mots. Ben, c'est effectivement un petit clip, il dure 1 minute 50 quelque chose. C'est une bande d'individus de noirs vêtus, masqués de blanc, qui envahissent l'hôpital, qui débranchent le respirateur, l'appareil dans la réanimation, qui enlèvent des lits, qui part avec des équipements,
qui enlèvent la perfusion sur une personne qui est alitée. On voit que ces gens-là vont vraisemblablement mourir. En tout cas, ils expriment beaucoup de désarroi. La dernière image, moi, c'est une image qui me touche profondément. C'est un bébé dans une couveuse. La maman est derrière la vitre. Elle essaie de dire non, non, non. Enfin, elle s'exprime. Hein, elle sait ce qui va arriver. Et en fait, cet individu arrive et débranche la couveuse du bébé. Cet individu, il n'a pas de cœur, il n'a pas de visage, il est totalement anonyme. Il fait ce pourquoi il est là, c'est-à-dire c'est l'évasion fiscale, la fraude fiscale qui fait que il n'y a plus d'argent pour soigner les gens. Donc voilà, je trouve que ce clip, il est puissant parce qu'il dit en quelques secondes toutes les effroyables conséquences de l'évasion fiscale qui ne choisit pas en fait ses victimes. Hein. C'est au hasard. Donc c'est une personne âgée, c'est un nourrisson, c'est une personne diabétique, une personne dont on va couper la perfusion pour les reins, je ne me rappelle plus comme le mot m'échappe. La dialyse, voilà. La dialyse, oui. Ça ne choisit pas. Voilà, tout le monde, on peut tous être touchés. Moi, j'ai passé cette vidéo, je suis allée dans une école de finance et je leur ai passé cette vidéo à la fin du cours. Donc, ils avaient tous entre 22 et 25 ans. Ils ont été complètement scotchés par cette vidéo qui dure effectivement 2 minutes parce que la société civile, les gens dont je faisais partie avant, ont beaucoup de mal à faire le lien entre les causes et les conséquences qu'ils vivent au quotidien. Ils ne comprennent pas, justement, quand on leur explique ce que c'est que l'évasion fiscale, ils ne se sont tellement pas concernés. Par contre, là, vous êtes concernés par tous les cas qu'on vient de vous dire, hein, de l'essence trop chère aux étudiants précaires, à ceux qui tombent directement aux minima sociaux, qui doivent aller s'expliquer à Pôle emploi parce que les pauvres viennent de perdre leur boulot et qu'on leur dit que vous n'avez pas d'indemnité, les maternités, les déserts médicaux, les infirmiers non vaccinés qu'on n'a pas payés pendant plus de 500 jours, c'est une honte absolue, les hôpitaux. Les retraites, ça va vous parler, à vous tous, que vous soyez jeunes ou moins jeunes. Donc on va prendre l'exemple de Catherine, victime de la réforme des retraites, dont la vie professionnelle a été interrompue, travailler à temps partiel, des boulots difficiles, arrêt maternité, élever des enfants, comme beaucoup de femmes d'ailleurs, il faut quand même le signaler, à qui on a dit que cette réforme était faite pour l'équité, alors qu'elle se retrouve épuisée et qu'elle a du mal à 60 ans à retrouver un emploi, un peu moins fatigant que ce qu'elle a eu. Donc, dans le pays du G7, qui est l'un des pays les plus riches au monde, comment se fait-il que les gens qui ont travaillé toute leur vie se retrouvent être pauvres ou super pauvres à la fin de leur vie? Et comme vous me le disiez avant qu'on commence l'émission, il y a des gens qui ont des minima retraite. Il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont 800 € en retraite. C'est une honte absolue, surtout quand on voit le marché de l'immobilier, par exemple, où on voit que les gens ne peuvent même pas se loger. On parlait de cette actrice avec ses 2 jours à 300 000 €. 300 000 €, il y a des gens qui en retraite n'ont même pas pu économiser ça toute leur vie. C'est une honte absolue. Donc à tous ceux qui se reconnaîtront, comme Catherine, avec des retraites précaires, ou les gens qui travaillent aujourd'hui mais qui ont arrêté de travailler pour élever les enfants, ou parce qu'ils ont des petits boulots et ils sont fatigués de les enchaîner, et avec des distances, des temps de transport absolus, on peut se poser une fois de plus la question: à qui profite le crime? Et je peux vous répondre une fois de plus que c'est l'évasion fiscale qui crée cette précarité. Alors, je vais terminer par 4 autres exemples. On passait d'un homme à une femme, d'une femme à un homme. Alors, on va l'appeler Marc, qui, avec son épouse, qui a une boulangerie. Leur entreprise a fait faillite en janvier 2023. Ils ont dû déposer le bilan, ils ont dû fermer à cause du prix de l'énergie. Les chiffres que je vais vous donner, je les ai trouvés sur Internet. En 2020, il y a eu 32 000 faillites d'entreprises. En 2021, 28 000. En 2022, 42 500. Et au premier trimestre 2023, 45 000. Il faut regarder les nouveaux chiffres, et s'il y a d'autres chiffres, mais à ce que je peux lire, la situation des TPME est
catastrophique. Ça fait suite au Covid. Alors, entre les prêts qui ont été octroyés et donc qui n'ont pas pu être remboursés, puisque suite au Covid, il y a eu cette augmentation absolument effarante de l'électricité. Donc, une fragilisation de notre économie de manière exponentielle. J'entendais M. Loïc Lefroc-Préjean, qui était interviewé chez Thinkerview. Il disait en 2023 qu'il y aurait, parce qu'il était interviewé début 2023 ou fin 2022, qu'il y aurait 300 000 faillites d'entreprises en France. Donc, vous voyez, là, on est presque fin 2024. Il faudrait voir les véritables chiffres. Qu'il y ait quelqu'un qui écoute là, qui puisse aller enquêter là-dessus. Mais comment vous expliquez que dans ce pays qu'est la France, pays des droits de l'homme, un des pays les plus riches au monde, on ait autant de faillites d'entreprises, on ait autant de gens en précarité, parce que là, pour le coup, ces gens-là ne vont pas toucher non plus des primes de licenciement, ni des minima sociaux, ni quoi que ce soit, parce que quand on a une TPME, on doit tout payer, l'URSSAF d'abord, les employés, les fournisseurs, les gens ne se payent pas, pour la plupart en plus. C'est absolument effarant. À qui profite le crime? Je vais terminer par un exemple qui n'est pas des plus drôles, malheureusement, mais qui, dans le contexte, vous permettra de comprendre. J'ai eu l'occasion de rencontrer, c'était en janvier 2016, Madame Latifa Ziaten. Madame Ziaten, une dame qui a perdu son fils, assassiné par Mohamed Merah, qui a monté une association et qui fait le tour de toutes les collèges et les écoles, on va dire, de quartiers difficiles, où elle essaye de redonner de l'espoir en la République par tous les enfants qui sont quelque part des enfants perdus et qui sont récupérés par ce terrorisme qui tue. Et j'avais dit à Madame Ziaten à l'époque, parce qu'elle a été décorée par le président Hollande, je lui ai dit, mais comme vous avez une sécurité qui vous est assurée par la France, j'imagine que la France finance votre association et que c'est ce qui vous permet de faire le tour de la France et des collèges. Et elle me dit, mais pas du tout, Madame Gibault, l'association est là parce qu'on lève des fonds et on demande des dons aux Français. Et ça m'a sonné très fort en lui disant, mais attendez, moi je ne comprends pas, je lutte contre la fraude fiscale, je vais écrire à François Hollande et à l'époque donc à Michel Sapin, et je vais demander à ce qu'un pourcentage des sommes qui rentrent à Bercy de l'évasion fiscale soit prélevé pour financer votre association et donc lutter contre le terrorisme. C'est une idée intelligente, non? Puisqu'a priori, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par l'extrême centre, tous les politiques sont d'accord sur le fait qu'il faut lutter contre le terrorisme. Le courrier est là, hein, pour ceux qui veulent le voir, je peux l'envoyer, ou je peux le copier en dessous. C'est le seul courrier que j'ai adressé à l'Élysée et à Bercy pour lequel je n'ai jamais eu de réponse. Jamais eu de réponse. Donc au mois de novembre, il y a presque un an, de novembre 2023, je me suis dit, je vais envoyer le même courrier à notre président Emmanuel Macron, avec accusé-réception à l'Élysée, copie Bruno Le Maire, avec la copie que j'avais faite de la lettre au président Hollande, en lui disant maintenant, se sont passés plus de 10 ans après l'affaire donc de Mohamed Merah à Toulouse, et on se souvient de ces enfants assassinés dans l'école, on se souvient du fils de Madame Ziaten, il y a eu les attentats de Nice, il y en a eu plusieurs d'ailleurs à Nice, il y a des prêtres qui ont été assassinés en France. Maintenant, on décapite des professeurs dans des écoles. On peut penser à Samuel Paty, dont le triste anniversaire de la mort a eu lieu la semaine dernière, et il y a eu beaucoup de commémorations par rapport à ça. On ne peut pas oublier l'attentat du Bataclan. On ne peut pas oublier Charlie Hebdo. Et je suis désolée pour tous ceux que j'oublie, mais la liste est longue, effarante,
Qui peut m'expliquer pourquoi ces 4 courriers, parce que j'ai fait 2 fois 2, n'ont jamais obtenu de réponse? Qui peut m'expliquer pourquoi Madame Ziaten, qui fait un travail absolument extraordinaire, n'est pas plus soutenue que cela? L'État n'a-t-il pas les moyens de protéger ses citoyens? C'est une vraie question, parce qu'on nous dit qu'on est en alerte rouge depuis des années, et puis on nous dit à chaque fois qu'on a déjoué tel ou tel attentat. Mais aller dire ça aux familles des profs, notamment, qui sont assassinés dans leurs écoles. Donc moi, pour avoir été tellement bouleversée d'avoir rencontré Madame Ziaten, et surtout d'avoir été tellement bouleversée de ne pas avoir de réponse, alors qu'on sait que justement le terrorisme, c'est des rétrocommissions sur des comptes offshore, à des intermédiaires, mais aussi à des personnalités. Il serait temps que tout le monde prenne conscience qu'il n'y a pas véritablement de volonté d'aider ceux qui se lèvent pour la voie de la paix. J'en fais partie, parce que lutter contre l'évasion fiscale, justement, c'est vouloir la paix et vouloir qu'il n'y ait plus de Samuel Paty, plus de Bataclan, plus d'attentats de Nice, plus de tout ce que je peux vous raconter. Et puis, la question, pour terminer, à qui profite le crime? Voilà. Je vous ai donné une quinzaine d'exemples des conséquences de ce que nous vivons, nous, les uns les autres, au quotidien. Et entre les belles paroles des hommes politiques, qui se disent tous soit dans l'opposition, soit au pouvoir, mais qui ne peuvent rien faire. Je pense notamment à Éric Dupond-Moretti, qui défendait Julian Assange, et à partir du moment où il s'est retrouvé ministre de la Justice, on ne l'a plus jamais entendu sur le dossier Assange, et sur la voie de la France, pays des droits de l'homme, pour accueillir, on peut parler de Snowden aussi, en asile à Moscou. Il est temps de comprendre et de faire le lien entre les crimes et les causes de tout ce que nous vivons et les conséquences que l'on subit chacun. Vous vous retrouverez forcément dans un des exemples que je vous ai donné, ne serait-ce que l'exemple des retraites, puisque à un moment donné, on devrait tous être vieux, à moins qu'on meure tous avant, mais on va pas prier pour ça. Donc, si on m'a, moi, tellement écarté, tellement fait passer pour un mouton à 5 pattes, c'est bien parce que la vérité que je dénonce depuis des années dérange. Elle dérange d'autant plus que j'ai été obligée d'aider l'État sur ordre de fonctionnaires assermentés. Donc, il est bien évident que ce que je raconte ne peut pas être faux. Sinon, je n'aurais jamais travaillé pour l'État de manière obligatoire, de manière forcée aussi, quelque part, en étant quelqu'un qui était une cadre dans une banque étrangère. Donc, les informations que j'ai données, puisqu'on n'a aucune traçabilité sur ce qui est rentré à Bercy, c'est qu'elles doivent fortement déranger ceux qui veulent justement vous garder à l'écart de tous ces processus de décision qui sont absolument délirants. Voilà, excusez-moi, j'étais un peu émue. Ben oui, je comprends, hein, et je pense que plus d'une personne qui va vous écouter le sera aussi, parce qu'effectivement, ces exemples, c'est les exemples quotidiens de millions de Français, et qui pourtant, eux, payent leurs impôts et n'en voient plus beaucoup les effets positifs sur la vie de tous les jours. Parce qu'il en rentre, comme vous l'avez dit, hein, l'impôt est pris à la source, donc déjà là, c'est bon. La TVA, tous les jours, on paye des impôts indirects tous les jours. C'est vraiment les deux sources que nous payons tous. Et moi, je paye des impôts, j'ai toujours payé des impôts, et je le fais, je ne vais pas dire je le fais avec plaisir, mais je le fais parce que c'est normal, parce que ça contribue à la vie de notre pays et à la vie de chacun, et notamment tous ces services publics, ceux que vous avez cités, et puis d'autres, mais aussi à l'équipement, enfin plein de choses qui nous rendent la vie plus facile, plus agréable, meilleure. Donc, bien sûr qu'on
on devrait tous être satisfaits de payer des impôts de l'instant où on en voit les conséquences dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, on n'en voit plus les conséquences. On a l'impression effectivement que tout sort. Il y a des milliards qui sortent, pas pour les Français, qui sortent à l'étranger, et pour la guerre en plus. Mais d'abord, occupez-vous de nous, occupez-vous des Français et des plus miséreux d'entre nous, des plus précaires. Donc oui. Sauf que ce que vous dites, c'est pas possible, Cathy, parce que justement, la majorité de ceux qui sont aux commandes de notre pays, qu'on retrouve dans les assemblées, ce qu'on appelle la chambre haute, la chambre basse, dans les ministères, etc., sont concernés par justement mes fameux 40 000 comptes. Ils sont concernés par des rétrocommissions de laboratoires pharmaceutiques, de rétrocommissions de vente d'armes, de rétrocommissions d'autres industries, et on appelle ça gentiment du pantouflage entre les gens du public qui vont après vendre leur carnet d'adresses dans le privé, notamment à des fonds de pension américains, notamment à des banques américaines, et que tout ça, ça émeut trois économistes, souvent de gauche, sur des plateaux télé, et que ça reste un entre-soi. Il est temps de passer à autre chose. Je ne crois pas que M. Macron l'ait complètement saisi. Je ne crois pas que M. Barnier ait complètement saisi l'ampleur des dégâts. Ils sont en train de dire on va serrer la vis sur les assurances vie, sur les transmissions, sur les je ne sais pas quoi. Mais comme je vous disais tout à l'heure, si les gens qui ont un peu d'argent dans le pays se barrent tous et ils prennent la nationalité belge ou québécoise ou suisse ou je ne sais quoi, qu'est-ce qui va rester de notre pays? Il va rester que des gens pauvres, donc des sans-dents, comme dirait avec beaucoup de compassion François Hollande, qui va payer le train de vie de ces fameux... il suffit de regarder celui de François Hollande, un exemple parmi 30 d'autres. Il va falloir tous s'unir. En fait, ce qui fait ce fonctionnement, ce qui fait que pourquoi ce crime est possible, c'est parce qu'on est tous divisés. Et ils l'ont très bien réussi. Entre gauche-droite, ça c'est le plus facile, mais hommes-femmes, jeunes, vieux, célibataires, familles, divorcés, non divorcés, fonctionnaires privés, étudiants, tout ce qu'on veut, vaccinés, non vaccinés. Enfin, vous avez vu, de toute façon, c'est un clivage à chaque fois. Et je ne vous parle pas des clivages au sujet de la religion, de la couleur de peau, parce que ça, c'est d'autres combats qui sont absolument insupportables. Donc, il est temps de montrer une autre voie. Voilà. C'est ça. La voie de l'éthique. Que de la base. Elle ne peut venir que de la base. Oui, et la voie de l'éthique, parce que justement, 98% de la société civile est constituée de gens qui ne sont pas des fraudeurs, qui ne sont pas des menteurs, qui ne sont pas des manipulateurs, qui ne sont pas des charges pour la société. Quand je vois que quelqu'un comme moi, quand même, qui a travaillé 26 ans, ne travaille plus depuis 12 ans, vous imaginez l'humiliation suprême d'avoir eu 2 ans de chômage et maintenant 10 ans de minima sociaux, maintenant rien, pour avoir aidé l'État à ramener 20 milliards d'euros. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est un pays de gauche? Ah ben non, c'est un pays de droite. Ah ben sinon, c'est un pays qui n'est ni de gauche ni de droite. Ah ben la justice n'a pas d'argent. Mais c'est ce que je vous disais l'autre jour. L'amende sur UBS, c'était 4,5 milliards d'euros. En appel, ils l'ont baissé à 1,8 milliard. Ça veut bien dire donc que la justice décide quelque part au plus haut niveau qu'elle n'a pas besoin d'argent. Et là, en plus, ça va être rebaissé en dessous du milliard. Donc tant qu'on me laisse toute seule face à cette pieuvre, à qui profite le crime, justement, eh bien, vous n'allez pas avoir une vie meilleure non plus. Donc, il n'y a qu'en se solidarisant, qu'en comprenant tout ça, qu'on va pouvoir tous ensemble y arriver. C'est ça. Une question de balance. Mais écoutez, merci beaucoup Stéphanie c'est une émission pas rigolote, c'est sûr, mais il faut vraiment que les gens comprennent dans quel monde on vit et que c'est à notre charge à tous de rafraîchir ce monde, de le changer complètement et de le rendre plus éthique, comme vous dites. L'éthique, l'intégrité, la solidarité, enfin, il faut que ça reprenne du sens dans notre pays parce que ça a volé en éclats.
Ouais. Merci à vous. Beaucoup d'émotions. Et je Oui, comprends, j'avais un autre exemple après Madame Ziaten, mais l'histoire des attentats, ça m'a tellement ça vous a refroidi. bouleversé. Enfin, je ne sais pas comment vous le dire. J'avais un autre exemple parce que dans tout ce que je vous ai cité, j'ai oublié les écoles. Avec les parents qui se retrouvent avec des enfants qui ont froid dans les écoles parce qu'il n'y a plus de chauffage, des enfants dans les collèges ou dans les classes avec des portes cassées, des fenêtres cassées, des plafonds qui se cassent la figure, un filtré d'eau, des bâtiments qui sont complètement insalubres, des toilettes qui sont tout sauf celles de pays, de pays les plus riches au monde. C'est une honte absolue. Donc, vous voyez, se reconnaîtront aussi ceux qui subissent ça. Vous voyez, dans tous les exemples que je vous ai donnés, toute la société peut se reconnaître. C'est ça. Ouais. Et 4000 profs en moins, je crois, l'année prochaine, et une infirmière pour 4000 ou 4500 gamins. Enfin, bon, voilà. Et vous vous souvenez que la semaine dernière, comme on parlait de la justice, je vous disais, la France a 3,2 magistrats pour 100 000 habitants. La moyenne en Europe, c'est 11 000. 11. Oui. La moyenne en Europe, donc on ne parle pas de l'Allemagne qui a le même niveau de standard, entre guillemets, de population et de standing de vie. Donc, il va falloir demander des comptes et puis il va falloir être très sévère avec les jugements sur tous ceux qui ont mis le pays dans cet état, parce que il va falloir aussi penser à nous indemniser, nous, les uns les autres, à hauteur de tous les préjudices qu'on a subis. C'est important aussi de mettre des noms NOMS, c'est ce que je vous disais, parce que derrière Bercy, il y a des personnes. Moi, je sais que c'est Jérôme Fournal qui aujourd'hui est le directeur de cabinet du Premier ministre. Donc, on sait où il est, on sait comment il s'appelle, on sait qu'il a été promu en plus là. Est-ce que c'est lié à mon histoire, sa promotion ? N'oubliez pas que c'est lui qui a fait ce rescrit fiscaux avec Gérard Darmanin de 222 millions d'euros sur le transfert l'URSSAF de Neymar. Donc d'un côté, 222 millions d'euros, combien ça réparerait de plafonds dans les écoles, de toilettes dans les écoles, de portes et de professeurs pour l'année prochaine ? Est-ce qu'il pourrait y avoir des journalistes qui nous filent un coup de main, des journalistes de plateau de télé qui ont 2, 3, 4, 5 millions ? On n'arrête pas de nous dire Hanouna est un monstre, peut-être qu'Hanouna, il va peut-être pouvoir nous aider. Si ce n'est pas lui, que ce soit un autre, parce qu'il va falloir faire des appels à des gens qui ont une visibilité, parce qu'on voit toujours les mêmes partout, et que ceux qui ont vraiment qui ont mené des actions, on ne les entend jamais. Vous voyez, quand Mme Ziaten est reçue sur les plateaux télé, tout le monde dit bravo, bravo. Combien est-ce que tous ceux qui l'acclament sur le plateau télé donnent de l'argent pour soutenir l'association de Mme Ziaten ? Dans nos politiques, est-ce qu'il y a des gens qui sortent directement ? Je ne parle pas de l'argent de l'Assemblée nationale, de l'argent du Sénat, leur cagnotte, machin, de leur argent familial pour aller aider. Jamais personne. Jamais personne. Les politiques ne sont pas là pour défendre l'intérêt des citoyens et l'intérêt général, ils sont là pour gérer leur carrière, comme les hauts fonctionnaires. L'État français, la France, les Français ne les intéressent malheureusement pas. Ils sont beaucoup moins généreux que le peuple, parce que le peuple français est quand même assez généreux sur des actions. Il donne beaucoup, beaucoup d'argent quand même. Les gens le voient sur le Téléthon, sur Coluche, les Restos du Cœur, les Restos du Cœur. On a quand même un peuple qui, en plus des impôts, donne à énormément d'associations et d'actions caritatives. Donc oui, notre peuple, il faut qu'il se redresse là, avec fierté, et qu'il renverse la table. Il faut renverser la table. Je crois qu'on va arriver au bout de notre émission. Merci infiniment pour la richesse et la qualité de tout ce que vous nous avez donné. Excusez-moi, c'est un peu difficile, mais la preuve, c'est que ce que je vous dis est loin d'être faux et qu'on ne vienne pas m'accuser de diffamation sur les noms que j'ai pu… Je vais dire au pif parce que sinon on aurait passé 3 heures, mais que chacun ait cherché, vous tapez Wikipédia, Paradise Papers, Wikipédia ou autre chose, je dis Wikipédia, mais allez sur le Consortium international des journalistes d'investigation, ICIG,
pour trouver tous ces articles de presse, vous allez trouver les noms. De toute façon, comme ça, vous aurez vraiment tous les noms français, vous allez comprendre. Exactement. C'est absolument abominable. Moi, je peux me dire aussi qu'à la rigueur, ce que je peux espérer, c'est des leaks UBS, des UBS leaks pour mon procès, pour que je puisse le gagner, parce que sinon, je ne vais jamais le gagner. Et si c'était le cas, c'est pas seulement moi qui vais gagner, mais là, on risque d'avoir un énorme problème au niveau géopolitique, parce que. Oui. Donc, il est peut-être temps que là-haut commence à comprendre que le peuple n'est plus dupe. Ouais, exactement. Merci beaucoup, Stéphanie. À très bientôt. Cathy. Merci à tout le monde de votre attention. Excusez-moi de mon émotion. Mais non, on est des êtres humains. Voilà, à la différence de certains, nous sommes des êtres humains. À très bientôt.